Alors évidemment, mes premiers mots sont pour remercier la direction de ce musée qui a accepté d'abord de nous recevoir et ensuite d'en changer l'heure puisque nous avons eu quelques avatars et le train est arrivé en retard. Je me suis demandé si un Français engagé politiquement pouvait, devait venir à la maison de Senghor, personnage qui est double. D'un côté, c'est le président, le premier président du Sénégal. De l'autre côté, c'est un penseur, un poète. D'un côté, il est un homme politique, objet de discussion sur son œuvre, légitime. De l'autre, il est un poète qui touche à ce qu'il y a de plus intime dans la conscience humaine et qui met en mots ce qu'il y a de plus profond en nous. Que faire? Devais-je courir le risque d'endosser la biographie de Senghor dans les moments qui, aujourd'hui, lui sont reprochés? Mais je ne voyais pas comment je pouvais, à cause de cela, passer à côté de l'évocation du penseur et du poète. Et c'est lui qui m'intéresse aujourd'hui. Je me suis appuyé sur la déclaration du président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. Et comme j'ai vu l'homme qui exprime aujourd'hui à la tête de l'État la victoire de la révolution citoyenne qui s'est déroulée d'ici, convoquer l'ensemble de ses prédécesseurs pour en appeler à l'évocation d'un Sénégal qui, bien sûr, renaît avec chaque génération, mais ne disparaît avec aucune d'entre elles, tout comme la France. Et souvent, la France, peut-être même encore en ce moment, a souffert de la méconnaissance de son histoire et de l'incapacité à en tirer non pas des leçons de morale pour les autres, mais des enseignements pour elle-même. La France est capable, comme vous le savez, dans sa relation au Sénégal, du meilleur et du pire. Mais j'avais à cœur, je ne vous le cache pas, de réparer le manquement de 2001, qui blessa les Sénégalais à juste titre, et qui, d'une manière générale, blessa tous les intellectuels qui sont intéressés à la pensée du président Senghor. Ce n'est pas si souvent qu'on a des penseurs à la tête des États. Qui blessa les Français qui se souvenaient qu'il avait été un homme d'État chez nous, qui se souvenaient qu'il était un académicien français, et par conséquent, gardien du plus précieux, les mots. Les mots dont lui-même savait faire un si savant usage. Me voilà donc, la France, capable du meilleur à l'égard du Sénégal lorsque l'envahisseur nazi allemand, étant entré dans Chartres, exigea du préfet d'Eure-et-Loir qu'il signe une déclaration dénonçant le comportement des militaires sénégalais qui étaient venus à la rescousse de la lutte des Français. Et le préfet s'appelait Jean Moulin, ça se passe le 16 juin, et le préfet Jean Moulin refuse de signer quelque dénonciation que ce soit des Sénégalais qui avaient été des combattants parfaits et qui s'étaient comportés d'une manière héroïque, et digne en tout cas de l'estime des Français. Les nazis, suivant leurs habitudes, ont tabassé le préfet, l'ont enfermé, l'ont torturé, mais Jean Moulin n'a jamais cédé. La vertu de l'esprit de résistance est qu'il donne une force que peut-être, comme simple être humain, on ne trouverait pas forcément en soi. Le préfet Jean Moulin préféra se couper les veines que de céder. C'est donc par un suicide que s'achève cette tentative sans résultat des nazis. Fort heureusement, il en réchappa. Et voici pour le meilleur. Mais il y a aussi le pire, c'est-à-dire Thiaroye. C'est-à-dire la France ingrate. La France, dans ce qu'elle a de plus odieux, niant l'œuvre de ces libérateurs que sont les Sénégalais. Les Sénégalais qui avaient débarqué en Provence. Les Sénégalais qui avaient participé à la campagne de la reconquête de la France contre les nazis. Et qui, lamentablement, s'abandonna à une répression violente, dont, pour finir, il faut bien dire qu'elle relève des mêmes officiers qui avaient d'abord capitulé
Les mêmes qui ont fait le massacre de Sétif ont fait ce massacre-là. Et je comprends l'amertume des Sénégalais et j'approuve les remarques que le président Ousmane Sonko a pu faire sur le sujet. Il nous trouvera, nous insoumis, de son côté chaque fois qu'il présentera des réclamations à ce sujet. Car nous ne considérons pas qu'il y va de notre honneur national, mais plutôt de notre déshonneur national de s'être comporté de cette manière. Je l'ai dit, il faut savoir tirer de son histoire les leçons qui servent à devenir meilleur ensuite. Il ne s'agit pas de se fustiger au nom de je ne sais quelle repentance, il s'agit de s'améliorer en comprenant ce que nous faisons. On me permettra donc de dire que si j'évoque à cet instant cet épisode du néocolonialisme, c'est que la France, qui pensait s'en être d'abord tirée, y retourne à cet instant, et à l'heure à laquelle je vous parle, nous avons à souffrir de 3 morts parmi les jeunes Kanaks et d'un gendarme français tués à Nouméa dans les événements qui s'y déroulent et qui doivent tout à l'absence de réflexion politique sur le bilan de notre histoire. La paix qui avait été sauvée par le courage incroyable de Jean-Marie Djibaou, décidé à faire la paix et la transition vers une indépendance pacifique. Qui la devait aussi, disons-le, à Jacques Lafleur, qui n'avait pourtant pas auparavant brillé par son esprit de tolérance, mais qui à cet instant avait compris qu'il n'y a pas d'issue à une situation coloniale que la décolonisation. Et tout le reste est une perte de temps. Je le dis à mes compatriotes qui m'entendront lorsque on diffusera cette petite vidéo. 170 ans d'acharnement n'ont pas suffi à abattre la volonté kanak de redevenir souveraine de son destin. Et nul n'y parviendra jamais. Je n'oublie pas que dans le dictionnaire de 1953, on lisait kanak, ethnie en voie de disparition. Il n'existe pas de solution violente à la colonisation. Et où peut-on le dire mieux qu'au Sénégal, puisque le président Senghor fut tout de même le premier qui donna un passeport diplomatique à Yasser Arafat. Et la leçon me semble d'actualité. Et c'est le Sénégal qui préside depuis 1975 le comité des droits imprescriptibles des Palestiniens. Et c'est le Sénégal qui ouvrit ici la première délégation diplomatique de l'État palestinien après l'avoir reconnu à la fin des années 80. Tout se tient. Et si nous voulons devenir meilleurs, il faut qu'en politique, une fois pour toutes, on sache que le colonialisme n'a pas d'avenir, que le colonialisme est en toute situation une régression, et qu'il n'a pas d'autre perspective que la mort toujours recommencée, car comme l'a dit le président Senghor, il n'existe pas d'exemple qu'un peuple qui ait voulu résister à la colonisation ait fini par échouer. Ces leçons me permettent de passer sans plus de transition et sans m'occuper du bilan sur lequel je ne me prononcerai pas, car il faudrait une véritable conférence historique pour sans cesse contextualiser. Je n'en dirai qu'un mot. Cet homme qui vivait dans un univers qui a définitivement disparu, le monde de Yalta, partagé entre le tiers de l'humanité vivant sous un régime communiste et le reste de l'humanité vivant soit en période coloniale, soit sous l'autorité ébouriffante des États-Unis d'Amérique. Ce monde a disparu. Et à l'heure à laquelle nous parlons, c'est un autre monde qui cherche son chemin, une nouvelle hiérarchie des puissances. Et vous le savez, vous autres Sénégalais, puisque votre esprit d'indépendance vous pousse dorénavant à vouloir participer aux BRICS, qui sont, semble-t-il, une alternative à la toute-puissance des États-Unis d'Amérique, sans que personne ne puisse promettre que ce soit véritablement une alternative progressiste. Mais enfin, le monde est toujours plus confortable quand un seul maître n'y règne pas tout seul. Dès lors, on peut le comprendre et l'approuver. Senghor est dans ce monde, avec quelques esprits desquels ma jeunesse était assez à distance et marquait une intransigeance qu'il m'arrive maintenant de regretter. Parce que si nous avons à apprendre, ce n'est pas seulement de ses intuitions, je vais en dire maintenant quelques-unes, mais c'est aussi de ses erreurs. Encore une fois, l'erreur nous procure une matière première, autant que l'intuition qui soulève des sujets qui n'existaient pas.
au moment où Senghor y pense. Alors ce qui paraissait à l'époque confus, essentialiste, contraire à l'idée qu'on se faisait d'un matérialisme exigeant et de l'idée qu'on se faisait de la dynamique des sociétés. Ce qui paraissait être une sorte de confusion. Quand il parlait de la négritude, on lui reprocha d'en faire une sorte d'essence. Et sous le fouet de la critique, il a été conduit sans cesse à préciser sa pensée, ce qui prouve que c'était une pensée et non pas un dogme. Ce qui prouve que c'était une intuition. Et l'intuition joue dans l'œuvre de Senghor et dans sa pensée un grand rôle. Et qu'est-ce que l'intuition? Personne ne pourra jamais le dire brièvement, mais alors qu'est-ce que l'art? Alors que veulent dire les tentures que nous venons de voir, les tableaux abstraits que nous venons de voir? Que veut dire une œuvre de Miro? Que veut dire un concerto de Mozart? Eh bien, vous le savez, mais vous ne savez pas le dire. Dès lors, l'intuition est un des modes de communication avec le réel qui procède de notre intelligence et de notre culture. Ce n'est pas une pulsion aveugle. Senghor repère ça avant tout le monde. Et c'est une intuition qui a un fondement biologique, et pas seulement intellectuel ou romanesque. Ça ne sera pas la seule fois où on le verra mettre les doigts sur quelque chose à quoi il n'y avait pas de réponse à son époque. Il a, je crois, assez bien dit quel rapport unissait la négritude à l'universalisme qui était le sien, car incontestablement, Senghor est un homme des Lumières. Senghor est un homme de l'humanisme, c'est-à-dire qu'il sait qu'en dernier ressort, qu'il soit croyant ou pas, qu'il voit dans le mouvement du réel je ne sais quel déterminisme ou qu'il ne l'y voit pas, l'homme en toutes circonstances, je veux dire l'être humain est son propre créateur, on y mettra des guillemets pour relativiser la part qui n'est pas due à lui, mais avec laquelle il lui faut faire, celle de ses besoins essentiels, qui constituent son humanité en tant qu'espèce animale, mais aussi, comme Senghor l'a vu, si l'être humain dépend de ses besoins essentiels, de l'accomplissement de ses besoins essentiels, par définition, il les réalise socialement. L'être humain est un être social, nous le savons depuis Aristote. Mais ce qu'on ne savait pas depuis Aristote et dans une formule aussi simple, c'est ce que Senghor ensuite lui comprend, c'est-à-dire que l'être humain produit son existence matérielle et produit et reproduit son existence spirituelle et culturelle. Si bien que les idées qu'il met en avant, comme l'universel, loin d'être un universel de surplomb, un universel d'injonction, un universel absurde, comme celui que l'on voit proférer ceux qui confondent l'universel et l'européisme, pour donner des ordres et des consignes à ceux qui ne s'y conforment pas. L'universel dont parle Senghor est un universel de production. Les êtres humains produisent l'universel culturel. Et les preuves en abondent. À l'époque, on ne se posait pas ce type de questions. J'ai connu, pardon de résumer à ça, parce que c'est un peu injuste, une période où on pensait que les idées étaient les reflets purs et simples des circonstances matérielles. Eh bien, je crois qu'on peut pouvoir dire au début du XXIe siècle que nous n'en croyons plus un mot. Nous pensons que l'être humain est un être social, c'est-à-dire un être culturel qui n'accomplit ses relations sociales qu'à travers des rites et à travers des moyens qui constituent la condition humaine. Ainsi voit-on à la fois ce qui relève de la nécessité absolue et ce qui relève de la nécessité conjoncturelle de la production par les humains de leur propre pensée. C'est cette dynamique-là que, pour ma part, j'ai découvert chez Senghor. Au début, évidemment, comme tout le monde, je commets le même péché d'orgueil. Comme je connais la fin de l'histoire, je me demande pourquoi il ne l'a pas dit avant. Mais très vite, le philosophe en moi l'emporte, et je vois une conscience qui cherche à tâtons, et qui, dans la confusion, pose les doigts ici, là, avec d'autant plus de facilité qu'il s'agit d'un poète, sur des réalités très profondes, qu'il met en mots. La négritude, sa reconnaissance, telle que l'a décrit Senghor, c'est-à-dire, non pas, comme l'a dit sottement Jean-Paul Sartre, un racisme antiraciste, mais comme une affirmation
d'un fait historique et civilisationnel. L'humanité étant née en Afrique, c'est en Afrique que se sont constitués les premiers liens entre les communautés humaines. Et au total, qu'ait été ensuite la différenciation de ces communautés, il en est demeuré, on le sait maintenant, Senghor, lui, le pressentait, mais il n'en avait pas la preuve. À l'époque, la théorie n'en avait pas été formulée. On ne savait pas que les premiers êtres humains étaient nés en Afrique. Et donc, la première civilisation, c'est-à-dire le premier mode de jonction entre des communautés humaines différentes, a eu lieu ici. Et c'est pourquoi son intuition est juste d'un bout à l'autre. La négritude est la condition de l'universalité, si on ne fait pas de la négritude un essentialisme ou je ne sais quel programme politique qui, à mon avis, n'était pas dans l'esprit de Senghor. Senghor cherchait à qualifier ce que l'un de ses maîtres à penser, Teilhard de Chardin, appelait le phénomène humain. Et pour Senghor, ce phénomène humain, ce phénomène de l'humanisation de la planète, avait à voir avec le divin. Mais Senghor, catholique, Senghor, musulman, Senghor a cherché ce chemin aussi à travers la religion, et il l'a fait dans des conditions qui peuvent être acceptées par un esprit qui se tiendrait à distance de la religion et de la croyance. Car à aucun moment il ne fait de celle-ci une injonction fermée. Il en parle toujours comme d'un mouvement. Et s'il se réfère à Teilhard de Chardin, c'est parce que lui-même, Senghor, est marxiste, socialiste. En tout cas, il l'était quand il commençait à penser. Et de ce point de vue, je me sens une communauté d'inspiration avec lui. Partant de là, il rejoint le discours du religieux, parce qu'il est lui-même croyant, d'un point de vue qui est entièrement nouveau à l'époque. Car se référer à Teilhard de Chardin quand on est chrétien dans les années Senghor, c'est se référer à un penseur qui est mis à l'index par la papauté. Depuis, Teilhard de Chardin en est ressorti, puisqu'il est cité dans l'encyclique Laudato Si, mais ce n'est pas le cas à l'époque. De même, quand il cite, et je n'ai pas l'intention de me mêler à cette heure d'exégèse religieuse, ça n'est ni dans mes compétences, ni dans mes qualifications, ni même dans mon goût, d'une certaine manière, en tout cas pas dans ma fonction politique. Mais quand il se réfère à un penseur de l'islam, c'est un penseur indien qui lui aussi met en avant l'islam en tant que méthode ouverte de penser sur la nouveauté du monde, et qui invoque comme une vertu quelque chose qui se rapproche, qui se rapporte directement au contenu de l'islam, quand l'islam proclame que faire de la recherche, c'est prier Dieu, puisque c'est aller à la rencontre de sa création. Et ce penseur ouvert fait appel à, pardon si j'écorche le mot, Eligia, c'est-à-dire le dépassement, d'aller rechercher la vérité. La vérité qui, nous le savons, nous autres, les Occidentaux, quoique je me sente que lointainement attaché à ce concept, grâce à Averroès et les penseurs arabo-musulmans de l'Espagne andalouse, tandis que les penseurs chrétiens de l'Europe tournaient en rond, entre 4 ou 5 certitudes mal expliquées, heureusement, Averroès est venu les aider à se libérer d'une contradiction épouvantable. Comment pouvait-il se faire qu'il y ait deux vérités, l'une dans le livre, la Bible, l'autre avec sa tête? Et l'une se trouvait en lisant, l'autre en faisant des calculs. Je parle en présence d'un mathématicien. Et donc, Averroès dit « La vérité restera pour toujours une et indivisible. Mais on y accède par des chemins différents. » Et il en a discerné quelques-uns. Cela a soulagé la tension, mais surtout, cela a fait entrer dans la pensée occidentale quelque chose, ou dans la pensée européenne, qui ne s'y trouvait pas. C'est-à-dire la jonction qu'il y a entre l'incertitude et la certitude. J'espère que tout ça ne vient pas trop abstrait à cet instant. Mais voilà tout à quoi j'ai pensé en regardant Senghor. Et cette dialectique m'a fait dire d'une manière dont j'espère que vous ne la trouverez pas trop prétentieuse. Senghor cherche dans l'obscurité. Et pour montrer comment l'universel procède du singulier et du mariage des singuliers, de ce qu'il appelle la rencontre du donner et du recevoir, formule qui peut paraître extrêmement abstraite. Il lui manquait un mot. Pardon, cher maître, pardon,
au man de Senghor de le dire dans sa maison. Il manquait un mot. Ce mot existe et Senghor, mieux qu'un autre, sait que les mots sont les tamis de la pensée pour entrer dans le réel, qui sans cela est une immense confusion de sens, de signes, d'émotions, d'odeurs, de visions. Il faut que les mots fassent tamis. Et lui disait, nommez les choses, et alors le sens apparaîtra sous le signe. Je pense à une autre phrase de Garcia Marquez qui décrit dans 100 ans de solitude le monde absolument neuf dans lequel se trouve le colonel Aureliano Buendía au moment où on s'apprête à le fusiller. Et il dit, ah moi j'ai vécu ici à une époque où ce monde était tellement neuf que pour parler des choses, il fallait les démontrer du doigt, parce qu'elles n'avaient pas de nom. Ceci m'amène vers, de nouveau, le rôle de la magie des mots. Senghor comprend que c'est avec les mots que nous faisons la preuve de l'universel. Pas parce que nous utilisons les mêmes, mais parce que nous ne les utilisons pas et que nous les traduisons cependant. Ce qui prouve que quelle que soit la culture auquel se rattachent les mots, quelle que soit la grammaire, quelle que soit la syntaxe, quelque chose passe dans toute aventure humaine qui lie chaque être humain à tous les autres, même s'il ne parle pas la même langue, même s'il n'a pas la même religion, même s'il n'a pas la même couleur de peau. Et Senghor, à ce sujet, dit quelque chose qui m'a fait vibrer lorsqu'il dit « Nous ne devons pas nous réclamer de cet universalisme abstrait, sans couleur. Sans couleur de peau, bien sûr, mais sans couleur, sans son, sans mots. » Si bien que, quand il s'avance parmi les premiers pour parler de francophonie, il nous enseigne quelque chose qui revient dans l'actualité, et Aurélien Taché, qui est là et qui en fait son rapport, le sait, c'est la francophonie, comme non pas soft power des Français, pour parler la langue contemporaine, qui n'est pas très francophone, ni comme manière d'influencer à la française le monde, mais comme espace dans lequel se réalise ce mot qui manquait à Senghor lorsqu'il parle de métissage. Car le métissage, il est obligé de le préciser, il ne parle pas du biologique, il parle du métissage culturel. Eh bien, le métissage culturel porte un nom qui est une invention de la négritude. C'est la créolisation. Ce sont les Noirs esclaves, arrachés à leur terre, jetés les uns sur les autres, ne parlant pas les mêmes langues, n'ayant pas les mêmes attributs dans les sociétés africaines, qui inventèrent une langue nouvelle pour rester en humanité, c'est-à-dire pour pouvoir maintenir le lien social à ceux qui étaient réduits comme eux en esclavage, et pour pouvoir parler, échanger, se réconforter. Métissage qui a été une créolisation immédiate, non seulement de l'échange, mais de la musique. Est-ce que le maloya n'est pas là à La Réunion pour nous le rappeler? Est-ce que les tambours gros-cas ne sont pas là pour nous y faire penser dans toutes les Antilles? Et est-ce que tout cela n'a pas produit plutôt de l'universel que du singulier? Bien sûr, de l'universel à l'échelle des petites sociétés qu'étaient les populations de ces îles, dans lesquelles les maîtres dominateurs se sont trouvés être réduits à ce qu'ils étaient, des oreilles. C'est-à-dire ceux qui entendent mais ne peuvent pas comprendre, car c'est ce que font nos oreilles. Nous avons besoin pour comprendre, pas seulement d'oreilles, mais d'un cerveau. Et je ne connais pas une situation de colonialisme ou d'esclavagisme où on est appelé les maîtres des cerveaux. Au mieux, des oreilles. Et tout est dit dans cette manière narquoise de montrer les maîtres et de rejeter leur pouvoir. Voilà pourquoi, à cet instant, même si je m'étais bien promis de ne pas plaider pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, j'ai voulu qu'on entende un homme moins à travers ses réponses qu'à l'intuition des questions qu'il se posait. Parce qu'au moment où il se les pose, personne d'autre que lui ne se les pose comme ça. Et ceux qui, les premiers, formulent le concept de négritude rompent bien vite avec lui, je pense à Aimé Césaire, quand il considère
qu'au fond, au lieu d'éclairer des idées, on les rend plus obscures. Je crois, avec tout le respect que l'on doit à cette figure spectaculaire et si importante de la pensée humaine qu'est Aimé Césaire, et sans manquer en rien au respect qu'on lui doit, je pense qu'il se trompait dans l'interprétation qu'il faisait de Senghor. Mais telle était l'époque. Et les priorités semblaient être à d'autres éclaircissements qu'un marxisme plus élémentaire suggérait à tout le monde de respecter d'une manière parfois un peu étroite. Et j'en parle en connaissance de cause de cette forme d'étroitesse, puisque ma génération l'a partagée. Voilà tout ce qu'on peut apprendre. Et il faut le faire justement au moment où le peuple sénégalais, qui a déjà produit ses esprits, qui a déjà produit ses auteurs, vient par sa révolution citoyenne d'afficher et d'affirmer quelque chose qui n'est pas seulement sénégalais. Et je m'en rends compte d'une manière assez biaise, c'est qu'à peine avais-je dit que je viendrais à Dakar, que j'en ai eu toutes sortes de retours à Paris, par des Africains, qui n'étaient manifestement pas tous des Sénégalais. Et j'ai compris qu'il y a une attention spéciale à ce qui se passe au Sénégal, parce que cela se passe en même temps que ce qui se passe au Mali, qui se passe au Niger, qui se passe au Burkina, qui se passera au Tchad, qui se passera au Cameroun, et combien d'autres pays. C'est-à-dire qu'ici, on a réglé par et pour le peuple la crise que les élites avaient elles-mêmes provoquée dans l'espoir de prolonger pour toujours leur pouvoir et contrairement aux textes fondamentaux auxquels eux-mêmes avaient juré fidélité. Voilà pourquoi le Sénégal soulève un espoir africain. Car c'est dans toute l'Afrique que les peuples veulent régler eux-mêmes leurs affaires. Et ne s'encombrent pas plus des puissants qui viennent de leur rang qu'ils ne se sont encombrés dans le passé de ceux qui venaient d'ailleurs. La souveraineté du peuple est une aspiration extraordinairement contemporaine, qui n'a pas de contenu nationaliste, même quand il a un contenu national. Il a un contenu humaniste. Et une fois de plus, à travers cette aspiration commune, parlée dans toutes les langues de l'Afrique, nous vérifions que l'universel est un sentiment africain. Nous vérifions qu'il se dit avec des mots de l'Afrique. Nous vérifions qu'en Afrique, d'abord, se vérifie et s'observe un transhumanisme que je voudrais voir endossé par les nations européennes, qui sont capables de pratiquer un odieux deux poids, deux mesures, et qui, après avoir fait des leçons à tout le monde, n'en applique pas le début du commencement quand se pratique sous ses yeux un génocide qu'il couvre de ses silences et de sa complicité. Oui, ces chefs d'État feraient bien, même s'il y a du temps qui s'est écoulé, d'aller lire un peu de Senghor. Et j'espère que, par les mots que je viens de prononcer, j'aurai, au nom de la délégation qui m'entoure, à ma façon, qui est celle d'une autre voix de la France, rendu hommage et surtout réparé le manquement de 2000 ans. Autour de moi, les députés français insoumis, Madame Nadège Abo-Mongoli, membre du bureau de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Monsieur Arnaud Le Gall, juste derrière moi, député du Val d'Oise insoumis, et en quelque sorte notre ministre des Affaires étrangères, Manuel Bompard, le coordinateur du mouvement insoumis et député de Marseille, grande et célèbre ville, et M. Aurélien Taché, qui s'est joint à nous et que nous avons accueilli avec la fraternité que nous inspirent ses choix et ses travaux. J'espère que je n'ai oublié personne de notre délégation. Vous savez, c'est toujours ce qui arrive quand on fait une liste. Non, je n'ai oublié personne. Je veux vous dire que c'est moi qui parle à cet instant. Mais la pensée est commune. Et ce que je viens de vous dire
n'exprime pas seulement le point de vue de quelqu'un qui s'intéresse au mouvement des idées, mais de tout un mouvement qui s'intéresse au mouvement des idées et qui pense que la véritable politique est poétique. Pour la raison que si aucun déterminisme historique ne vient à bout d'une volonté humaine, c'est donc que d'une certaine façon, à l'intérieur de ces déterminismes historiques, la volonté humaine introduit du sens. Et peut-être qu'au bout du compte, n'y a-t-il que ce sens qui a une réalité dans l'abstraction d'un univers sans fin, vide et glacé, qui lui ne porte aucun sens ni aucune direction. Le mythe de Sisyphe mérite d'être dépassé, peut-être au profit d'un quichotisme sangorien, si je peux me permettre cette création à cet instant. Bref, l'idée que ce que l'on veut entreprendre vaut mieux que ce qu'on a reçu. Et que si nous reconnaissons que nos nations, ni la France ni le Sénégal, ne s'achèvera avec chacun d'entre nous, du moins ces deux nations seront ce que nous en aurons fait jusque-là. Merci.